Vous écoutez France Culture. Hey, you know what? Deuxième temps ce soir, donc de l'enregistrement public à l'École normale supérieure en salle des actes et au milieu d'une foule mal élevée qui se lève en plein direct, d'une semaine autour de mai 68 ou de ce qu'il en reste. Hier, on parlait de Foucault en compagnie de Frédéric Gros. Ce soir, c'est avec Stéphane Zagdanski qu'on va évoquer la Société du spectacle de Guy Debord. Stéphane Zagdanski qui est l'auteur, entre autres, de Debord ou La diffraction du temps, récemment paru chez Gallimard. Bonsoir Stéphane Zagdanski. Bonsoir Raphaël. Bienvenue en salle des actes à l'école normale. Alors je vous dois la vérité, je vous dois l'honnêteté. Contrairement à vous, on va parler de la Société du spectacle ce soir, de Guy Debord. Contrairement à vous, qui avez écrit un beau livre sur Debord, donc Debord ou la diffraction du temps, je n'aime pas ce livre. Je n'aime pas ce petit pavé de 221 thèses. Je trouve que c'est un livre didactique, pesant, parfois mal écrit, plein de ressentiments. Et j'ai le sentiment qu'on ne peut pas prendre au sérieux quelqu'un qui se prend à ce point au sérieux. Est-ce que vous pouvez me convaincre du contraire ? Mais écoutez, c'est compliqué. Moi, la conviction et le prosélytisme ne sont pas mon genre. C'est un de mes points communs avec Debord. Il n'y en a pas beaucoup de points communs avec Debord. C'est un événement, ce texte, la Société du spectacle. C'est un événement à différents égards et à différents titres. C'est d'abord un événement manifeste dans l'histoire de la pensée. C'est-à-dire que c'est un livre qui paraît un an avant mai 68 et qui, de manière absolument indubitable, a eu une influence théorique profonde sur les éléments les plus radicaux qui ont eu lieu et qui se sont manifestés en mai 68. Ça, c'est une première chose. Mais c'est mesurer l'influence, d'ailleurs, d'un livre. Parce que hier, on parlait de Foucault, et Foucault avait une position sur les intellectuels très intéressante. Il disait, l'intellectuel, finalement, n'a pas plus d'influence qu'un ouvrier, c'est un acteur comme un autre de la vie publique. Est-ce que... C'était pas une influence de ce genre-là, c'était une influence au sens où c'est un livre qui faisait suite à au moins une dizaine d'années de textes publiés dans l'Internat situationniste, par des gens tout à fait singuliers, qui étaient extraordinairement marginaux par rapport à l'ensemble de l'intelligentsia ultra-gauchiste de l'époque, et qui étaient très lus, très combattus, déjà dès cette époque-là. Et si vous voulez parler de l'influence d'un texte, le simple fait qu'on en parle aujourd'hui encore, qu'on fasse une émission dessus, ça montre que d'une certaine manière, ce n'est pas nul ni non avenu. Ah non, on peut pas contester l'importance du livre. On peut pas dire la même chose manifestement des ennemis de Debord, qui pour beaucoup soit se sont effondrés. Il en a eu énormément d'ennemis depuis toujours, et beaucoup de ces ennemis sont des gens qui ont tenté de se rapprocher de Debord et de se rapprocher des situationnistes dans les années 60 et qui ont été conduits et qui, du coup, d'admirateurs et conduits sont devenus des adversaires aigris et souvent creux, hélas. Mais c'est un événement, ce texte, parce que, et c'est là que c'est le plus important, et il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit d'aimer ce style ou d'aimer cette pensée-là. Il s'agit de savoir que c'est aussi la société du spectacle, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire, et c'est là que le livre est d'une profondeur et d'un intérêt majeur, c'est que lorsqu'on parle de la société du spectacle, il y a d'une part cet événement historique qu'est l'apparition de ce texte à l'intérieur même de toute une nébuleuse de pensée révolutionnaire, qui a des racines près de 100 ans auparavant dans le Capital de Marx, au moins, et c'est aussi un événement historial, pourrait-on dire, c'est-à-dire que c'est un livre qui permet de commencer de comprendre quel est le capitalisme, quel est le développement, le déploiement du capitalisme, non seulement dans les années 70, mais aujourd'hui. C'est-à-dire que ce livre a une annexe, il faut le savoir, parce que c'est très important. Il est publié aujourd'hui avec une préface qui a été écrite quelques années après, lorsque le livre a été réédité chez Gallimard. Et la préface à l'édition italienne, non Non, la préface à l'édition italienne, c'est dans les commentaires sur ce spectacle. Il a un appendice, si vous voulez, qui date de 88, où Debord va reprendre les thèses principales de la société du spectacle. Cet appendice, qui est désormais extraordinairement célèbre lui aussi, s'appelle les commentaires sur la société du spectacle, et, comme il l'a bien précisé, ce ne sont pas les commentaires sur son propre livre, mais sur la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
qui est une société de catastrophique, si on peut dire. Donc, si vous voulez, il n'y a pas à convaincre qui que ce soit d'aimer ou de ne pas aimer Guy Debord. Il faut savoir si l'on aime ou si l'on n'aime pas le temps dans lequel nous sommes. Moi, je n'aime pas le temps dans lequel nous sommes. Je le trouve catastrophique. Je trouve nous sommes pris dans ce que j'appelle dans mon livre, dans Debord ou la diffraction du temps, une gestion génocidaire du globe, dont nous subissons les miasmes à chaque minute, chaque seconde de notre propre vie, tous autant que nous sommes, ou que ce soit sur la planète, qu'on soit un ours blanc sur la banquise, ou qu'on soit un Inuit, ou qu'on soit un Parisien, un intellectuel parisien ici, comme nous ici et maintenant. Et l'ours blanc est plus en danger que nous, Stéphane Zagdanski, quand même. Ça dépend. Moi, ça. je me sens très ours blanc. Vous savez que Freud se compare à une baleine bleue. Moi, je me compare souvent à un ours blanc. Et je trouve qu'en effet, il y a une forme de danger pour la pensée vivante. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un livre qui pour moi a été extraordinairement important pour mon propre avènement de pensée, parce que c'est le livre qui me permet de comprendre le monde dans lequel je suis. Alors, le monde que je n'aime pas. Alors allons-y, allons dans la lettre du texte. D'abord, on va commencer par l'exergue. Debord met en exergue une phrase de Feuerbach, qui est une préface à la 2e édition de l'essence du christianisme, qui dit ceci: et sans doute notre temps, j'imagine que le notre temps, il faut l'entendre évidemment comme étant de tous les temps, notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. Debord a-t-il dit autre chose que le lieu commun selon lequel les apparences sont trompeuses? Oui, bien évidemment. Debord a dit quelque chose d'essentiel, c'est que ce n'est pas essentialiste, en l'occurrence, puisqu'il y a un au-delà des apparences, c'est une vérité à laquelle il s'agirait d'accéder. Là, il aurait été dans une logique platonicienne, et il n'était pas dans une logique platonicienne. Il a dit quelque chose d'essentiel, à savoir que la falsification, qui en effet a des tenants qui sont en Occident et dans la pensée occidentale, et même dans le déploiement même de la société occidentale, qui ont des tenants qui sont séculaires, sinon millénaires, la falsification s'est donné désormais les moyens, par le déploiement forcené et sans plus aucune limite de la marchandise, de réélaborer le monde, la réalité même, au fur et à mesure qu'elle la commentait. Et ça, c'est tout à fait essentiel, parce que c'est le seul... Est-ce qu'il y a chez Debord une distinction entre l'image et la réalité? Bien sûr. Il y a non seulement une distinction entre l'image et la réalité, mais l'image telle qu'il a définie, ce n'est pas l'image ni au sens technique de la reproduction d'un appareil photo, et ce n'est pas l'image même au sens métaphysique d'une image. L'image, c'est la manière, il le dit lui-même, il dit le spectacle, c'est une accumulation, c'est l'argent à un tel point d'accumulation d'images qu'il en devient une marchandise absolument abstraite, et qu'il a du coup un pouvoir sans précédent de domination et de soumission des êtres humains. Alors, et là, c'est quelque chose de tout à fait inédit dans l'histoire de la pensée, ce type de raisonnement-là. Alors, il faut dire à l'auditeur, puisque les spectateurs le voient, puisqu'on est dans la vision, dans la représentation, mais il faut dire aussi à l'auditeur qu'à l'instant où nous parlons, Stéphane Zagdanski, de votre fait, nous sommes filmés par vous-même. Par ma petite caméra, oui. Afin d'avoir des archives sur mon site internet, bien sûr, mais nous sommes à la radio, nous sommes filmés, nous sommes au début du XXIe siècle, nos corps sont là, et on ne va pas s'amputer. On en cherche l'image. Eh bien, oui, l'image, elle est ailleurs. Bon, l'image est ailleurs. Alors, allons-y. Non, alors, vous avez dit Debord n'est pas platonicien. Je voudrais vous soumettre ici un texte de Frédéric Schifter, un passage... Debord n'était pas philosophe, c'est très important de comprendre, c'est quelqu'un qui, toute sa vie... on peut être platonicien sans être philosophe. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait élaboré une manière de vivre et d'être à l'intérieur même de sa propre existence, en faisant coïncider... Et c'est pour ça que moi j'écris un livre sur la question du temps, en faisant coïncider chaque seconde de sa vie, sa théorie et sa pratique, et en faisant à la fois se dialoguer et se corriger l'une par l'autre. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas moins platonicien comme mode de vie et comme mode de pensée. Écoutez Frédéric Schifter dans un livre qui s'appelle Contre Debord, paru aux presses universitaires de France. Même si les paroles ne sont pas les mêmes, l'air est déjà bien connu. Dans son allégorie de la caverne, Platon décrit la misérable condition des prisonniers condamnés à prendre le reflet de la réalité pour la réalité même. Envoûtés par la marchandise, interdits face à son monopole de l'apparence, les spectateurs modernes, entendons vous et moi, mais pas lui, Debord, subissent un sort analogue. Dans le monde réellement inversé du spectacle, l'expression est de Debord, où s'immobilisent les destinées, tout ce qui existe prend l'inconsistance de l'apparence. À l'image de la caverne platonicienne, le spectacle est le lieu du regard abusé où se fabrique notre fausse conscience. Non seulement nous, les captifs du spectacle, nous n'avons pas vu que la
citation de Debord, la première phase de la domination de l'économie sur la vie sociale avait entraîné une dégradation de l'être en avoir, mais à présent, nous ne nous rendons aucunement compte que les résultats accumulés de l'économie conduisent à un glissement généralisé de l'avoir au paraître. De ce point de vue, le diagnostic est, j'allais dire, sans appel. Quelle différence y a-t-il entre la condition des prisonniers de la caverne, chère à Platon, qui prennent des vessies pour des lanternes, et nous-mêmes qui, hypnotisés, je crois que Debord parle de la puissance hypnotique des images, nous-mêmes qui, hypnotisés par les images, avons tendance à prendre ce que nous voyons, ce qu'on nous vend, pour la réalité véritable et à sanctifier l'illusion. Stéphane Zagorski. Ça n'a strictement aucun rapport. Si je peux me permettre, Shifter a sans doute beaucoup de qualités. Il y en a une qu'il n'a pas, c'est d'avoir compris ce que disait Debord, et ce que pensait Debord. Je vais vous faire, citation pour citation, je vais vous faire on appelle ça le pile-poule dans la pensée juive, c'est-à-dire on répond à une question par une question. Je vais vous faire une citation d'une des dernières thèses de la Société du spectacle, et les gens de bon goût jugeront quel est le bon style et quel est le mauvais style, et quelle est la grande pensée et quelle n'est pas la grande pensée. Après la citation que vous venez de nous faire de Shifter. Thèse 219 donc de la Société du spectacle. Et vous verrez qu'il ne parle absolument pas, en effet, de l'apparence, et du rapport entre l'apparence et la réalité. Il n'en parle peut-être pas dans la thèse 219. Hein. Et surtout, vous allez voir que ça vole un peu plus haut. Allez-y. Le spectacle, qui est l'effacement des limites du moi et du monde par l'écrasement du moi, qu'assiège la présence-absence du monde, est également l'effacement des limites du vrai et du faux par le refoulement de toute vérité vécue sous la présence réelle de la fausseté qu'assure l'organisation de l'apparence. Celui qui subit passivement son sort quotidiennement étranger est donc poussé vers une folie qui réagit illusoirement à ce sort en recourant à des techniques magiques. La reconnaissance et la consommation des marchandises sont au centre de cette pseudo-réponse à une communication sans réponse. Le besoin d'imitation qu'éprouve le consommateur est précisément le besoin infantile, conditionné par tous les aspects de sa dépossession fondamentale, selon les termes que Gabel, qui était l'auteur d'un livre qui s'appelait La fausse conscience, où il mettait en rapport l'idéologie et la schizophrénie, et donc qui avait bien lu Debord, selon les termes que Gabel applique à un niveau pathologique tout autre, ouvrir les guillemets, le besoin anormal de représentation compense ici un sentiment torturant d'être en marge de l'existence. Vous voyez d'une part que c'est un texte profond, vous voyez d'autre part que c'est un texte qui est nourri de Marx, de Hegel, de Feuerbach en effet, mais pas seulement, de Machiavel, de Clausewitz, et surtout d'un regard d'une lucidité extraordinaire sur le monde dans lequel nous sommes nous aussi aujourd'hui. Parce que cette thèse-là, c'est la thèse, c'est pas un hasard si je cite cette thèse-là, une des dernières livres, c'est la thèse dont Debord dit qu'elle décrit aussi le monde dans lequel nous sommes. Il dit ça dans son appendice, les commentaires sur les spectacles, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Ça s'applique aussi, si vous ouvrez aujourd'hui la télé, vous regardez n'importe quelle 30 secondes de CNN ou de n'importe quelle information à la télé, vous avez ce qu'est en train de décrire Debord. Vous regardez une publicité, vous avez ce qu'est en train de décrire Debord. Vous vivez des relations falsifiées avec un autre être humain, vous êtes dans ce que est en train de décrire Debord. Vous voyez, on est Stéphane Zagorski, quoi de plus, on va entendre d'ailleurs la voix de Guy Debord un peu plus tard, mais quoi de plus commun, ordinaire, que de dénoncer les apparences, l'univers spectaculaire, la fabrique d'un univers spectaculaire. Il ne dénonce pas les apparences, il explique ce qu'est devenu la marchandise, c'est-à-dire ce vieux concept que Marx a exploré et a radiographié. Il explique que la marchandise, au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, quand lui il écrit ce texte, et aujourd'hui encore au début du XXIe siècle, n'est plus exactement la même chose que ce qu'on avait analysé Marx. Il ne parle pas du tout des apparences, les apparences c'est secondaire si vous voulez. La vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité, considérée partiellement, se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée, où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société,
et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisées par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considéré selon ses propres termes, le spectacle est l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. Mais la critique qui atteint la vérité du spectacle le découvre comme la négation visible de la vie, comme une négation de la vie qui est devenue visible. Spectacle. Il eut le bon goût de me dire qu'il n'avait pas construit cette notion, qu'il n'avait eu qu'à la ramasser. La société du spectacle, formule heureuse sans doute, à laquelle se réduit à peu près toute sa pensée. Au-delà de la condamnation des médias, elle bafouille. Tout ce qui était directement vécu se serait éloigné dans la représentation. Depuis Lascaux. Ébloui par le postulat debordiste, un phare de l'intelligentsia parisienne assura que la guerre du Golfe n'avait pas eu lieu puisque nous en avions vu les images à la télévision. Toutefois, si Debord n'a pas écrit un bon livre, il a fait mieux. Il a publié un livre faisant foi. De ces rares livres qui, comme le disait justement Lacan à son propre sujet, ne sont pas faits pour être lus, mais pour être là. À se référer à la société du spectacle, on se situe, on se distingue, on prouve sa supériorité. Et l'on peut certes se dispenser de visiter des élucubrations pseudo-hégaliennes qui, en elles-mêmes, évoquent l'adjudant décidé à appliquer à Clausewitz au balayage de la caserne. Son succès tient largement au malaise professionnel des médias, à la conscience malheureuse de la médiacrité. Ceux qui fabriquent le spectacle, comme des confideurs surmenés, en sont écœurés. « Ah, Debord !» soupire-t-il dans les coulisses d'Apostille ou de « Voulez-vous gagner gros ?» Debord est le repos du producteur, le dédouanement de l'animateur. C'est un texte de Mathurin Mogarlone, alias François Georges, qui dans son livre « À la rencontre des disparus » raconte sa rencontre avec Guy Debord, sa vénération, et puis la légère, très légère déception, on peut l'entendre ici, qui a suivi cette rencontre. Et ce texte suit la voix de Guy Debord lui-même. Stéphane Zagdanski, que vous inspire cette déception, cette façon dont François Georges finalement fustige la société du spectacle en disant que c'est un livre qui a fait foi? Écoutez, on est déçus à la mesure de ses aspirations et vu le ton et le style, vous savez, moi je suis d'abord sensible, je suis d'abord une oreille, donc je suis sensible au style. C'est bien écrit. C'est très mauvais. Non, c'est très mal écrit. Ah, après ce qu'on vient d'entendre de la voix de Guy Debord, qui est d'ailleurs qui est tirée du film de Guy Debord, qui s'appelle La Cité du spectacle. Tout à fait, oui, il faut le rappeler. C'est important parce que ça marque une autre étape dans sa vie, dans son rapport à la pensée. Il faut savoir que François Georges fait partie de ces gens il y en a des tas, il y a Raphaël Sorin, il y a Guégan, des tas de gens qui ont croisé Debord ou qui ont cru ou voulu croiser Debord et qui ont été tensés par la supériorité spirituelle, intellectuelle, existentielle de Debord, et qui ne s'en sont jamais remis. Alors voilà ce que dit Guy Debord, lui, écrit de François Georges, et vous verrez que même dans le style, dans le côté un petit peu pamphlétaire du style, vitupérateur, on voit déjà une supériorité de fait.
Voilà ce qu'écrit Guy Debord. C'était en 65, donc le jeune François Georges venait d'écrire un livre qui s'appelait Autopsie de Dieu, dans lequel il reprenait il avait été un peu ébloui par les thèses situationnistes. Il a fait partie, il le raconte dans son livre, des gens qui admiraient extraordinairement les situationnistes, et il a tenté de rentrer, de se faire admettre parmi les proches de Debord, et il a été refoulé à l'entrée, évidemment. Comme je le disais, il ne s'en est jamais remis. Voilà ce qu'écrit, c'était dans l'International Situationiste, dans la revue de Debord et les situationnistes en mars 66, donc un an après la tentative d'introduction de François Georges chez les situationnistes. Voilà ce qu'écrivait Debord. Il fallut refuser d'écouter davantage François Georges, qui ennuyait tout le monde. Il manifestait la plus évidente incapacité de faire le moindre usage des concepts et du style de vie dont son autopsie de Dieu avait présenté un écho élogieux. Un tel écho ne peut en rien nous suffire, nous séduire, rendre intéressants ses porteurs. Le pudding théorique, traversé de 2 ou 3 pauvres obsessions qu'offrait François Georges livré à lui-même, montrait malheureusement qu'il n'avait su s'approprier aucun point de ces théories qu'un enthousiasme ignorant l'avait poussé à reprendre dans son livre. Ça, c'est quand le jeune François Georges arrive vers Debord. Vous imaginez qu'on met une vie à s'en remettre. Réponse de François Georges à Guy Debord. La dialectique n'en était pas moins son arme fatale. Elle consistait essentiellement pour lui dans le retournement du génitif. Par exemple, critique de la raison, raison de la critique. Ainsi dépassait-il Kant d'un bond. Le renversement était son obsession, et ne pouvant dans l'immédiat l'infliger à l'ordre social, il rongeait son frein en culbutant la syntaxe, disant au lieu de dictature du prolétariat, prolétariat de la dictature, au lieu de lutte de classe, classe de lutte, au lieu d'impasse de Clairvaux, Clairvaux de l'impasse. Qu'en pensez-vous, Stéphane Zagdanski? Vous n'êtes toujours pas convaincu par la façon dont François Georges diagnostique ça? C'est assez juste quand même. Guy Debord inverse les termes bien souvent. Oui, je suis ni con ni vaincu, d'une part, et... vous savez, ça, c'est une phrase de Guitry, Lacan. ça. Non, c'est une phrase de Lacan. Il disait, Guitry avant lui, si vous me permettez. Mais alors, donc... Allez-y. Non, évidemment. Écoutez, le problème, c'est qu'en général, on a affaire, avec ces textes de Guy Debord, avec cette pensée de Guy Debord, à une pensée profonde. Et si on en reste à la surface des critiques de Debord, on s'aperçoit en effet qu'on est capable que de remettre en question ce genre de choses qui sont des vieilles habitudes qui viennent, qui chez Marxiste est employé par tout le monde, le retournement, le détournement, etc. C'est pas ça qui compte dans la pensée de Debord, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. S'il y a des gens qui sont intéressés par les écrits que François Georges, quand il est secrétaire de débat à l'Assemblée, peut manifester, grand bien leur face. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est un monde qui est dévasté. C'est un monde qui est soumis à je le disais tout à l'heure, une gestion génocidaire. Ce monde-là, c'est le monde de la société du spectacle, pas le monde du livre, le monde de la chose même, de l'événement même. C'est un monde dans lequel, il le disait tout à l'heure, on a entendu la voix de Debord le dire, et c'est un détournement de Hegel, pour ceux qui ont l'oreille un peu fine, le vrai est un moment du faux, et non plus le faux est un moment du vrai, comme disait Hegel. C'est-à-dire que la réalité elle-même, et non seulement la réalité, mais tout ce qui constitue notre rapport à la réalité, à savoir les rapports entre les êtres, la manière dont les êtres se conçoivent eux-mêmes, de leur naissance jusqu'à leur mort, est soumis à une intense falsification. Lorsque vous promenez dans Paris, lorsque vous promenez dans une ville, lorsque vous allez même à la campagne, vous avez affaire à un spectacle, au sens de à savoir à une réédification de la nature, d'une ville, de l'urbanisme, selon des critères qui ont été décidés par d'autres. Mais ces autres, ce sont des urbanistes, des idéologues, des ordinateurs. J'en reviens à la question que je vous posais tout à l'heure. Qui doute de ça, Stéphane Zagdanski? Qui doute aujourd'hui qu'il fait l'objet d'une falsification? Qui doute qu'on lui mente, par exemple? En général, la meilleure façon d'être lucide, Pascal appelait ça les demi-habiles, la meilleure façon d'être lucide, c'est de dire « on ne me la fait pas ». Est-ce que Debord n'est pas le maître à penser de tous ceux qui disent « ah, moi, monsieur, on ne me la fait pas ». Non, parce que... Qui disent comme tout le monde, d'ailleurs, « on ne me la fait pas ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de finalement très, j'allais dire, extrêmement répandu? Est-ce que finalement le triomphe de Guy Debord, ça n'est pas le triomphe de l'opinion publique? Dans la mesure où l'opinion publique pense qu'on la manipule. C'est un lieu commun parce que de l'opinion publique. L'idée n'est pas celle de la manipulation. L'idée depuis tout à l'heure... Quand même, il y a l'idée d'une falsification. Non, la falsification du réel. C'est pas la manipulation, c'est pas seulement la manipulation. La manipulation, c'est du point de vue. Non, c'est parce que je veux dire, c'est le plus petit commun dénominateur de tous les gens qui contestent l'état de choses présent et existant. En effet, à savoir, c'est ce que l'on nous explique être. En fait, il faut revenir sur les deux thèses principales de la société du spectacle, à savoir les deux notions principales qui sont celles du spectaculaire concentré et du spectaculaire diffus. Le spectaculaire concentré, pour le dire très vite, c'est la manière dont on falsifie les choses dans les états totalitaires. Le spectaculaire diffus, c'est la manière dont on falsifie, dont on
on falsifiait les choses dans les sociétés occidentales au début des années 70. Par la publicité, par le bourrage de crâne, par l'idée en effet que l'on était heureux d'être dans cette société de consommation à outrance. C'est Tocqueville qui parlait d'un despotisme sournois. Oui, c'est des tas de gens. Heidegger parlait de l'aberration du calcul et de la technique, etc. Ce qui est nouveau avec Debord, c'est que lorsqu'il arrive en 1988 et puis écrit ses commentaires sur les spectacles, il dit maintenant il y a une nouvelle notion qui décrit le monde dans lequel on est, c'est le spectaculaire intégré, et c'est un rapport au monde, une Weltanschauung, comme il dit, qui s'est objectivée, qui est devenue l'ensemble du monde. Et cet ensemble du monde-là, c'est pas simplement qu'on nous ment sur quelque chose, c'est que la réalité elle-même ne correspond plus à ce qu'elle est. Le rapport au temps, le rapport aux choses, le rapport à l'être est devenu un rapport pas seulement falsifié, pas seulement mensonger, mais un rapport nocif, un rapport génocidaire. On est en train de crever du mensonge. C'est pas l'idée qu'il y aurait une belle réalité derrière, là, en ouvrant la fenêtre, en regardant les fleurs et les arbres, et qu'on nous empêcherait de la voir. La question n'est plus celle du regard. La question, elle est celle de l'accès à sa propre pensée, à sa propre parole. La question est celle aussi d'une vérité perdue avec laquelle il s'agirait de renouer. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, pas du tout. C'est pas une vérité au sens où il y aurait un Graal comme ça qu'il s'agirait de retrouver. Il y a quand même la promesse d'une société sans spectaculaire, non? Il y a la promesse. Non. Il n'y a pas l'utopie chez Debord d'une société qui serait enfin affranchie de cette falsification dont vous parlez? Il y a la croyance révolutionnaire que l'on peut se débarrasser de la soumission et de la domination. Voilà. Cette croyance-là, c'est même pas une croyance, si vous voulez, c'est une manière de vivre. Si quelqu'un se dit, moi je suis heureux d'être soumis par la société, d'être soumis à la société de consommation aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Non, mais est-ce que celui... Vous dire, on vous ment et on te ment et brise la vitrine de la société de consommation et tu verras que la vérité et la beauté est derrière. Mais non. En revanche, est-ce que celui qui se... Si tu es un esclave et tu remues tes chaînes, et quand tu remues tes chaînes, ce qu'on a réussi à te faire comprendre et à te faire croire depuis ton enfance, c'est qu'elles font bling bling, voilà. Alors, les esclaves remuent leurs chaînes et ça leur fait un bruit, si vous voulez, doré. Et qu'est-ce que vous voulez dire à un esclave qui est heureux de son esclavage? Rien. Donc, en effet, c'est quelqu'un qui était profondément insoumis, c'est quelqu'un qui était profondément libre, non seulement dans sa manière de penser, mais dans sa manière de vivre. Et c'est quelqu'un qui a pensé en permanence et qui a vécu en permanence ce rapport libre entre sa pensée, son existence quotidienne. C'est pour ça que mon livre parle de sa quotidienneté, de l'amour, de l'alcool, de son érotisme, de sa parole, de sa poésie profonde, de la poésie profonde de sa vie et de sa pensée. Alors, il faut dire quand même juste un mot avant que cette émission ne s'achève, Stéphane Zagdanski, de votre livre, parce que non seulement vous racontez ça, effectivement, la quotidienneté de Guy Debord, qui donne d'ailleurs un contrepoint éloquent au livre de François Georges, en tout cas au chapitre qu'il consacre à Guy Debord, mais il y a aussi dans votre livre des passages proprement philosophiques. Je voudrais juste en lire quelques lignes pour donner un aperçu de la façon dont vous écrivez vous-même, Stéphane Zagdanski, et de ce point de vue, je pense qu'on tombera d'accord en disant que c'est bien écrit. Le temps pseudo-cyclique du spectacle, qui mime la régularité naturelle des saisons, n'est lui-même qu'une marchandise érigée par l'argent, matière première des nouvelles mines de sel planétaires, où la survie de tout un chacun se paye chèrement et à crédit. Tel était le sens caché dès l'horreur du capitalisme, du time is money de Benjamin Franklin, de sorte qu'à l'heure de son parachèvement spectaculaire, la réalité du temps a été remplacée par la publicité du temps. C'est une phrase de Debord, c'est très important. Voilà, c'est une phrase de Debord, effectivement. La dernière phrase est une phrase de Debord. Vous remarquerez que les gens qui critiquent Debord, les insectes, les moucherons qui volent autour de la pensée de Debord, ne parlent jamais du temps. Et c'est la question essentielle, évidemment. C'est pas un hasard si moi j'ai consacré un livre à la question du temps chez Debord. C'est la question essentielle. Il y a deux personnes qui ont compris que le rapport au temps lui-même était devenu falsifié au XXe siècle et que c'était gravissime. C'est Heidegger, depuis être temps, et Guy Debord. Il n'y en a pas d'autre. Merci Stéphane Zagdanski, on s'est bien amusé avec vous et vous m'avez presque convaincu qu'on est vaincu, donc comme dirait Lacan ou Guitry. Je rappelle que votre livre, Debord ou la diffraction du temps, converti, d'accord, si vous voulez, effectivement. Debord ou la diffraction du temps, donc de Stéphane Zagdanski, paru chez Gallimard, sans complètement virer de bord, si j'ose dire. Il faut toujours, à la fin d'une vérité, envisager la vérité opposée. Je renvoie donc l'auditeur à ces deux ouvrages, moins élogieux que le vôtre et néanmoins, à mon sens, excellents. Le premier est le petit livre de Frédéric Schifter intitulé Contre Debord et le second, le livre, à mon sens, fort bien écrit de Mathurin Mogarlon alias François Georges, intitulé À la rencontre des disparus. De Guy Debord lui-même, alors ça c'est important, vous trouverez désormais les œuvres complètes en quarto chez Gallimard.
1904 pages de textes, de tracts et de photos dans un seul livre, un gros pavé cette fois-ci, disponible dans tous les points de vente. Je signale enfin pour vous donner... oui, c'est vrai, la correspondance, j'y viens. Je signale donc pour vous donner tous les éléments du jeu que le 7e volume de la correspondance de Guy Debord vient de paraître chez Artem Fayard. C'était les nouveaux chemins de la connaissance en direct de l'école normale supérieure avec à la réalisation Gilles Davidas, à la technique Jean-Pierre Zing, Adrien Gazza, Stéphane Poitvin, à la lecture des textes Georges Claes, assistante Geneviève Méric, Marion Richet, Avril Ventura. Rendez-vous demain à 19h30 pour évoquer la figure cardinale de Bourdieu avec Christophe Charles. France Culture, il est 20h.